On a commencé Genréville en 2012 avec deux axes principaux d'action qui étaient une relecture de tout ce qui pouvait se dire dans l'histoire et notamment au XIXe siècle, comment la ville s'était construite. Donc on a collecté beaucoup de matériaux et puis à la fois ça a été un travail, j'ai envie de dire, d'investigation sur le terrain, d'aller compter, d'aller regarder, de comprendre ce qui se jouait en fonction des quartiers, selon les horaires, selon les saisons, selon qu'on soit en semaine ou le soir. Et les questions qu'on se posait, c'était en gros qui fait quoi, qui s'arrête où, qui porte quoi, qui pousse quoi. Et petit à petit, on s'est rendu compte que la ville était occupée par les hommes et puis que les femmes s'occupaient dans la ville. Donc ça a commencé à nous interroger, se dire, voilà, il y a une emprise très forte des hommes sur le territoire. Les femmes sont là aussi, elles le traversent, mais elles ne se sentent pas, enfin en tout cas, elles n'y restent pas, donc y sont-elles légitimes ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'y restent pas? Quand on voit des femmes qui traversent l'espace public, on trouve qu'elles le traversent assez rapidement, on sent qu'elles vont d'un point à un autre sans flâner, sans forcément s'arrêter. La majeure partie du temps, elles portent des choses. Alors, au-delà du sacro-saint sac des dames dont on parle très souvent, il y a aussi le sac des courses, de façon à peu près systématique. Dans, j'ai envie de dire, 90% des cas, on trouve les femmes dans une fonction quand elles sont dans l'espace public. Alors, ça peut être aussi la simple fonction de marcher pour aller d'un point à un autre. Mais en tout cas, on les trouve rarement dans une situation de détente. Même quand elles sont en détente sur un banc, on va s'apercevoir que finalement, c'est souvent le banc du jardin public avec le jardin d'enfants à côté. Donc elles sont encore là aussi dans une fonction. On est parti du principe que si on voulait pouvoir retravailler dans l'espace public, il fallait justement sortir des fonctions. De repenser l'espace public comme un espace vivant, un espace social, sociable, dans lequel on puisse vivre, respirer. Et donc nous avons travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Cécile Proust. Et en réfléchissant ensemble, on s'est dit qu'on pouvait imaginer tout type de démarche qui permettrait de s'installer d'une certaine façon dans l'espace public et de le vivre. Une de ces démarches a consisté à travailler sur les sens. Alors c'est pas nouveau, hein, beaucoup de gens travaillent sur ces questions-là. L'idée étant de ralentir d'une certaine façon, de prendre le temps de regarder, prendre le temps de regarder autour de soi, prendre le temps de sentir. Alors, les pyramides, c'était une expérience très intéressante. On avait travaillé avec Marianne Phil et avec le CRPVE sur un ensemble d'ateliers qui étaient aussi des ateliers de formation à destination d'un public de personnes qui travaillent avec la jeunesse ou qui travaillent dans l'espace public et de façon à les outiller, à les aider à intégrer le fait que l'inégalité dans l'espace public est souvent impensée, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que l'espace public soit inégal, que l'espace public après tout est à tout le monde, la rue est le lieu populaire par excellence. Donc l'idée au départ était ça. Donc on a mené plusieurs cycles de rencontres dans lesquelles on a expliqué, réexpliqué ce qu'était le genre, ce qu'étaient les stéréotypes. Et puis l'idée était après d'aller travailler ces choses-là sur le terrain. Moi, pour avoir fait beaucoup de diagnostics en marchant et des marches commentées, en fait, quand on fait ce genre de choses, on cherche un peu d'exhaustivité, de tout voir, tout. Mais en fait, c'est pas possible parce qu'en tant que nous, en tant que femmes, hommes, vieux, jeunes, on peut pas tout voir. Et là, le fait de ne pas chercher l'exhaustivité, mais vraiment d'être dans le sensible, ça permettait de penser aux autres, en fait, comment d'autres usagers peuvent vivre l'espace et pas seulement le faire d'une manière rationnelle. On
moi c'était un peu particulier parce que c'est un quartier dans lequel je travaille. Donc ce qui était intéressant, c'est pour moi, en tout cas, ça a été de prendre d'autres chemins que j'ai l'habitude de prendre. Voilà. L'intérêt par rapport à la formation et l'intérêt pour moi aussi dans le cadre de mon travail, ça me donnait un nouveau regard en fait. Moi je trouvais que c'était quand même très curieux parce que c'est en solitaire et en groupe et le fait de ne pas parler, de cette contrainte de ne pas parler, c'est quand même très déstabilisant je trouve. Donc c'était plutôt ça mon ressenti premier. Non mais au contraire j'ai apprécié, je trouve que c'est une bonne façon de percevoir et puis d'imaginer dans la peau de quelqu'un d'autre. Effectivement on se décale par rapport à ses habitudes à soi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de dépasser la notion d'urbanisme d'un point de vue des usages et d'un point de vue utilitaire, avec justement le fait qu'on ne se parle pas, donc être centré sur ces sensations, c'est-à-dire comment, lorsqu'on traverse un espace urbain, comment on le ressent en fait. Et j'ai pas l'impression que jusqu'ici ce soit une prise en compte qui a été faite. La question est de savoir, est-ce que la ville peut être pour toutes et tous, quelle que soit son identité, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Et pour ça, l'idée a été de faire en sorte que les personnes puissent aussi s'approprier d'autres personnalités de façon à découvrir la ville autrement. Ça a plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est de quitter son propre habit, c'est-à-dire donc de quitter un peu son propre regard, peut-être d'oublier un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir. Et puis ensuite, c'est essayer du coup de regarder là aussi la ville ou l'environnement, parce que ça peut se faire aussi à la campagne, avec un regard neuf. Il y avait un contraste, il y avait encore des choses très douces, c'est-à-dire que dans cette ville imaginée, il y avait encore cette cité-jardin avec ses balcons qui déroulent et qui offrent encore des paysages extrêmement différents, puisque chaque personne a pu s'approprier son propre espace. Donc il y a de l'espace privé qui est dans l'espace public et qui est visible. Et puis à la fois, il y a ce côté enfermé, presque emprisonnant et qui a été assez vif. La deuxième chose qui m'a marquée dans les retours des personnes qui ont participé, ça a été aussi une émergence des possibles. On a entendu parler de possibilités de se dire « Ah mais finalement, ces stalactites bleues qu'on a vues à un moment donné, qui avant se reflétaient dans un miroir d'eau, mais peut-être qu'on peut refaire des choses ici. De loin, ça paraît moche parce qu'aujourd'hui, ça ne vit plus, ça fait des années que ça ne vit plus, mais finalement, c'est un univers, donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'univers, et dès qu'il y a un univers, je pense que ça titille l'imagination, et je pense que ça a titillé l'imagination de quelques-unes qui se sont dit finalement, d'une part pour celles qui avaient habité là, je dis mais j'ai beaucoup gambadé là-dedans, j'y ai joué, et c'était riche, j'avais envie de venir là parce que je m'y suis beaucoup amusée. Donc il y avait toutes ces références-là. Donc on a l'impression d'avoir une sorte de kaléidoscope en fait, avec de retour sur ces marches. Une expérience qu'on n'a pas eue sur d'autres marches qu'on a pu faire ailleurs. Donc c'est intéressant, on se dit qu'il y a un matériau là qui est riche et que peut-être on peut commencer à faire germer des idées. Et tout le principe de nos marches sensibles, c'est ça aussi. C'est de travailler avec des personnes qui, par l'expérience vécue sur un terrain, vont peut-être au départ commencer sur une appréhension, une hésitation à aller sur un lieu ou une non-envie à aller sur un lieu en disant pourquoi faire ça, pourquoi aller dans ces bâtiments. Et puis qui petit à petit, en voyant ici une pousse verte, ici de l'eau, ici un espace, ici un miroir, vont commencer à voir des possibilités peut-être de réaménagement, de jeu, d'interaction émerger. Et ça, ce sont des choses qu'on peut porter nous ensuite ensemble avec les personnes qui vivent ces expériences-là auprès de décideurs, de décideuses, de personnes qui font la ville pour accompagner le renouveau de la ville.
là, tu avais la zone, tu sais, qui était autour de la pièce, qui était sympa parce que ça faisait comme des pontons en bois. Ouais. Tu te souviens? Et en fait, tu te demandais pourquoi, et c'est après, en fait, quand on sait qu'à l'origine, il y avait de l'eau. Oui, mais ça fait vraiment une jetée de porc, en fait. Ouais. Et, mais je savais pas qu'avant, il y avait eu de l'eau. Ouais. C'était pas logique. Bah non, c'est pas logique. Alors vous nous expliquez votre carte, ce que vous avez retenu, ce que Partie du CRPE. Là, il y a tout le côté vraiment gris, l'école, les grilles, etc. Alors que là, de l'autre côté, c'était le petit square avec cette grande carré de verdure. Donc, ça, on a essayé de délimiter par des couleurs. Après, là, par contre, c'est un côté beaucoup plus organique parce que justement, on l'a vraiment découvert en marchant, en retournant sur nos pas. Là, il y a d'ailleurs ce ponton, c'est comme une jetée de porc, en fait, mais qui donne sur des bassins vides, en fait. À sécher, quoi. Alors là, c'est volontairement assez énorme. C'est stalagmite. C'est un point de repère, en fait, de très très loin. C'est ce qui se détache de cet endroit-là. Moi, j'ai quand même aimé cet endroit parce que cette différence entre vide et plein, entre ces sculptures qui sont mystérieuses, ce côté jeté de porc, comme un petit paradis perdu là. En fait, quelque chose qui est comme un peu post-apocalyptique au final, puisque avec ce grand vide au milieu, mais en même temps un peu de vie qui rejaillit à droite à gauche. Enfin, en tous les cas, avec une impression ici d'un potentiel infini pour faire quelque chose qui peut être super. C'est-à-dire, finalement, il y a quand même beaucoup de potentialités. Elles sont juste, pour l'instant, comme cassées. Et voilà. Et apparemment, il y a eu une utopie où ça a fonctionné, puisque ça a été au départ créé sur une utopie qui pour celles et ceux qui l'ont vécu, ont trouvé que ça fonctionnait à un moment donné. Donc ça a été rompu petit à petit, l'eau a disparu, donc là on s'est posé la question, est-ce qu'elle va revenir, en bas des pyramides bleues, enfin des sculptures bleues, est-ce que l'eau va revenir? Toutes ces questions qui ramènent la vie, l'eau en ville, mais pas de la vie imposée, mais la vie sur laquelle on peut tisser soi-même. J'aime bien cette notion souvent de tisser dans la ville. On observe des rénovations qui sont parfois qui sont à la fois très paysagers, donc on pourrait penser que c'est, j'ai envie d'utiliser le qualifiant qu'on entend souvent, ça fait propre, c'est rangé, c'est propre, il y a un petit peu d'herbe, il y a un petit peu de végétation, et en même temps c'est froid. Donc notre travail à nous, c'est de travailler à voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas travailler que du paysage, mais travailler aussi de l'humain, de la vie. Et notre parti pris, ou en tout cas notre postulat, c'est d'imaginer que si on instille plus de vie, on va instiller plus de mixité dans l'espace public, donc qu'il sera plus facile pour les femmes d'y rester, que s'il est plus facile pour les femmes d'y rester, elles s'y seront plus légitimes, et peut-être qu'à travers ça, on va pouvoir commencer à lutter contre une forme de persécution qu'elles peuvent beaucoup subir, de harcèlement, parce qu'elles sont perçues comme non légitimes dans ce lieu, alors que des hommes vont, eux, s'y sentir légitimes, et donc, en tant que propriétaires des lieux, vont user de leur droit de propriété et quelque part harceler ou ennuyer les femmes qui peuvent se trouver dans ces lieux.